Bonsoir. Pour la première fois dans l'histoire de la diplomatie internationale, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de faire évoluer son propre principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. L'ONU a condamné la nuit dernière la répression féroce des populations kurdes en Irak et lancé très officiellement un appel à l'aide humanitaire internationale. Ce nouveau droit d'ingérence, même humanitaire, suscite bien sûr déjà de nombreux commentaires, surtout au regard d'autres exactions commises ailleurs par le passé. Mais ce droit d'ingérence trouve évidemment toute sa justification en raison de la situation de détresse dans laquelle se trouvent des milliers de Kurdes à la frontière turque, où 1500 personnes seraient déjà mortes de faim et de froid. Commentaire, Marie-Odile Pagnès. Le froid, la peur, l'épuisement. L'exode se poursuit pour des milliers de Kurdes irakiens, en majorité des femmes, des enfants, des vieillards. Les hommes sont restés au pays pour tenter de résister encore aux troupes de Saddam Hussein ou sont morts au combat. 200 000 Kurdes se sont réfugiés en Turquie, plus de 100 000 en Iran, massés dans des camps de fortune, des bâches en plastique pour seul abri, pas de nourriture. Ici, chaque jour, des enfants meurent de froid, de faim. Parmi la foule de réfugiés, un médecin avoue son impuissance. Je ne peux rien faire parce que je n'ai rien. Ni stéthoscope, ni thermomètre, ni médicaments. Vous ne pouvez rien faire? Rien. Nous attendons de l'aide des États-Unis, de la France, de tous les pays. Nous n'avons rien. Sans aide, pas de nourriture, pas de médicaments, pas de maison. Nous voulons manger. Au loin, l'aide humanitaire s'organise, mais combien de temps mettra-t-elle pour arriver jusqu'à cette frontière? Avec la neige et le gel, les routes sont impraticables. Pourtant, à peine plus au nord, à l'intérieur de la Turquie, les premiers secours, les premières distributions de nourriture par les autorités locales. Pour les Kurdes qui envers et contre tout sont parvenus jusqu'ici, la bourgade de Kayadibi représente leur premier espoir depuis longtemps, celui de survivre. Le sort des Kurdes d'Irak a donc amené pour la première fois le Conseil de sécurité des Nations Unies à écorner le sacro-saint principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Le texte, élaboré à l'initiative de la France, a fait l'objet de discussions très difficiles, arbitrées par les chefs d'État concernés. Commentaire de Morad Aïtabouche. 10 voix pour, 3 contre, Yémen, Cuba, Zimbabwe et 2 abstentions, Chine et Inde. La résolution 688 est acceptée, la voix de la France a été entendue. Les violations des droits de l'homme, telles que celles actuellement constatées, deviennent d'intérêt international lorsqu'elles prennent de telles proportions, atteignant la dimension d'un crime contre l'humanité. Le texte voté condamne la répression des populations civiles irakiennes et exige que l'Irak y mette un terme sans délai. Le Conseil de sécurité insiste également pour que l'Irak permette l'accès des organisations humanitaires à toutes les personnes qui ont besoin d'assistance. Une brèche est ouverte dans le sacro-saint principe de non-ingérence des Nations Unies. Le représentant irakien proteste. Il accuse le Conseil de sécurité de verser des larmes de crocodile sur la population irakienne, population qui, dit-il, a déjà été particulièrement touchée par les forces alliées. De toute façon, le feu vert a été donné. L'aide internationale peut se mobiliser. Cet après-midi, les 2 premiers avions d'aide humanitaire sont arrivés à Diyarbakir, au sud-est de la Turquie. À l'intérieur, 46 tonnes de matériel et de nourriture offerts par la France aux réfugiés kurdes. Mais la France envisage aussi la possibilité d'utiliser le territoire iranien pour larguer des vivres en Irak. L'Iran n'a toujours pas donné son accord. Mobilisation sur tous les fronts, les Allemands, les Suisses, les Espagnols ont décidé d'envoyer une aide d'urgence aux Kurdes. Les Japonais débloquent, eux, 10 millions de dollars. Enfin, les Américains avaient précédé le vote des Nations Unies. Dès hier, George Bush avait annoncé que l'armée allait parachuter en Irak du matériel et des vivres pour les Kurdes. De son côté, Roland Dumas, le ministre français des Affaires étrangères, a souhaité que cette résolution serve de précédent, qu'elle fasse en quelque sorte jurisprudence en matière de droit international. Dès le début, il m'a été objecté ce que je savais, que les dispositions de la Charte des Nations Unies ne permettaient pas d'intervenir dans une affaire intérieure d'un État. Malgré cela, j'ai persévéré et contre l'avis, je dois dire, de bon nombre d'experts et de juristes, j'ai voulu placer l'ensemble des nations devant leurs responsabilités. Ce n'était pas simple, nous avons bousculé un peu le droit, mais j'estime que la cause en valait la peine.
On peut encore, du reste, assister à un massacre, un véritable génocide d'une communauté. C'est pour cela que la France a pris cette initiative contre vents et marées et que j'ai maintenu le cap toute cette semaine pour obliger les grands dirigeants des pays du monde à prendre leurs responsabilités. Je dois dire qu'ils l'ont fait. Alors, Brigitte Stern, vous êtes professeure de droit international à l'université de Paris 10 Nanterre. Le Conseil de sécurité a donc fait évoluer, je le disais, son principe de non-ingérence en reconnaissant le devoir d'ingérence humanitaire. Y a-t-il ou non, en la circonstance, d'après vous, violation du droit international ? Alors effectivement, le principe de non-ingérence de l'ONU dans les affaires des États est un des grands principes du droit international et pourtant l'ONU est intervenue. Alors je ne crois pas qu'elle a ainsi violé des règles du droit international comme vous semblez le suggérer. En effet, si c'est un sacro-saint principe, et on le répète à l'envi, ce n'est pas un principe absolu. Et l'article 2, paragraphe 7, dans sa deuxième phrase, qui est beaucoup moins citée que la première, prévoit que l'ONU peut intervenir s'il y a menace à la paix. Alors, quelles sont aujourd'hui les limites de la condamnation de l'ONU, justement, de la répression en Irak? Il peut y avoir ou non une intervention militaire? Alors, évidemment, ça c'est une question difficile. L'ONU a été très prudent et je crois qu'il ne faudrait pas accréditer trop facilement l'idée que le recours à la force devient le moyen privilégié pour faire respecter le droit. Dans la résolution d'ailleurs, l'ONU, si elle condamne la répression, demande à l'Irak, n'impose pas encore l'envoi d'aide humanitaire, mais demande à l'Irak d'autoriser l'aide humanitaire. Donc il y a une très très grande prudence dans ce domaine. Merci pour ce commentaire. Le Parlement irakien a accepté ce matin la résolution 687 du Conseil de sécurité des Nations Unies posant les conditions du cessez-le-feu entre l'Irak et la coalition des alliés. Politique en France, la Convention nationale du Parti socialiste, où Pierre Mauroy, qui est notre invité en direct à Cachan, a officiellement formulé sa proposition d'un congrès anticipé et il a implicitement mis en garde les amis de Laurent Fabius. Sur place, reportage de Daniel Sportiello. Si c'est pour refaire Rennes, le plus tard sera le mieux. Chez les socialistes, ce fut le cri du cœur dans un premier temps, quand Pierre Mauroy a avancé l'idée d'un congrès anticipé avant la fin de l'année. Mais le premier secrétaire n'en démord pas. Avancer le congrès, c'est pour lui la meilleure façon de donner un nouvel élan au parti et de mettre fin à la guerre des courants. Des courants qu'il met à l'index. Ils ankylosent le parti, asphyxient le débat d'idées et peuvent même nous faire perdre les prochaines élections, murmurent certains de ses proches qui militent pour la suppression pure et simple des courants. Côté rocardien, comme on s'en doute, on ne va pas si loin, mais on ne ferme pas la porte. Un congrès pourrait servir d'électrochoc et sortir le parti du traumatisme de Rennes. Côté jospiniste, on dit oui, si les dirigeants du parti sont d'accord entre eux. Oui, cela mérite considération s'il s'agit de nous unir, d'éviter les batailles de pouvoir. Alors vraiment, pourquoi pas? Mais si c'est le cas, si c'est notre volonté, si c'est le sens de la proposition, alors ne forçons personne. Tenons compte des objections. Or, c'est là que le bas blesse. Les Fabiusiens ne veulent pas entendre parler de congrès anticipé. Ce n'est pas un débat entre socialistes dont le pays a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un débat entre le gouvernement, le président de la République et les socialistes avec l'opinion publique. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est d'avoir des électrices et des électeurs aux prochaines élections. Donc, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de leur donner envie de soutenir et le président de la République et le gouvernement et les propositions du Parti socialiste. Ça, c'est pas un congrès, c'est le débat avec l'opinion publique. Le premier secrétaire, soupçonné par les Fabiusiens de vouloir faire un congrès à son profit, est loin d'avoir gagné la partie. Mais rien ne sera décidé avant le comité directeur du mois de juin. Laurent Fabius ne devrait d'ailleurs même pas évoquer la question demain matin dans son intervention. Et quand on ne veut pas parler de cuisine interne, rien ne vaut mieux que de prendre de la hauteur. Le président de l'Assemblée nationale préférera se pencher demain matin sur le nouvel équilibre du monde issu de la guerre du Golfe. Alors, Pierre Mauroy est en direct à Cachan aux côtés de Daniel Sportiello. Bonsoir, Monsieur Mauroy. Bonsoir. Vous souhaitez donc l'organisation d'un congrès anticipé, c'est-à-dire avant les élections régionales. En l'état actuel des choses, cela veut dire que vous êtes très inquiet à l'idée de cette perspective électorale? Mais non, mais pas du tout. Les socialistes organisent un congrès tous les 2 ans. Ce congrès tombe donc en mars 92.
mais nous aurons des élections régionales et des élections cantonales. Dans ces conditions, le choix est de tenir notre congrès ou 3 mois plus tard, ou à l'avancée de 3 mois. Moi, je préfère l'avancée de 3 mois. Pourquoi? Parce que nous avons décidé avant la fin de l'année d'élaborer notre projet, c'est-à-dire de donner aux Français nos idées pour les 10 prochaines années. Eh bien, je crois que l'occasion est extraordinaire, justement à l'occasion d'un congrès, d'adopter notre projet. Ainsi, notre congrès sera celui de nos idées. Et j'observe que la convention de Cachan d'aujourd'hui est une réussite dans la mesure où déjà le débat d'idées est lancé. Justement, monsieur le Premier secrétaire, vous voulez avancer le congrès pour relancer le débat d'idées. Est-ce que le parti aujourd'hui est aussi anémié, aussi faible, aussi en manque d'idées qu'il faille créer cet électrochoc? Le Parti socialiste a été un peu traumatisé par le congrès de Rennes. Et vous savez dans quelles conditions j'ai réussi à imposer la synthèse et été élu Premier secrétaire de justement la synthèse. D'une certaine manière, quand on leur parle de congrès, ils réagissent en disant non, n'organisons plus de congrès. Ben, bien sûr, nous sommes une organisation démocratique et nous aurons tous les 2 ans un congrès. Alors je crois que le mieux, c'est justement de l'avancer, d'avoir l'occasion d'avoir un congrès sur un projet, c'est formidable, c'est-à-dire sur nos orientations, sur nos idées, de bien le préparer. Et c'est ainsi que le congrès que nous aurions en décembre effacera complètement le congrès de Rennes. C'est au contraire un moyen de nous donner l'avantage pour ensuite nous présenter aux élections régionales, législatives. Vous voulez mettre un terme à la guerre présidentielle. Vous voulez mettre un terme à la guerre des courants, mais en relançant l'idée du congrès, vous savez que Fabius n'est absolument pas d'accord. Vous rallumez la guerre des courants. Non, mais écoutez, Fabius m'a dit, je ne dis pas aujourd'hui oui ou je ne dis pas non. Et d'ailleurs, je ne demande pas une réponse aujourd'hui, puisque c'est le comité directeur de juin. Et vous pensez bien que d'ici juin, je vais revoir mes amis, je vais leur faire des propositions. Quelle proposition ? Je vais leur montrer tous les avantages qu'il y a d'accepter ce congrès. Le principal avantage étant de concilier le congrès avec le débat d'idées. C'est-à-dire que si nous avons les mêmes idées, nous nous rassemblons. Et si nous n'étions pas tous d'accord, eh bien, il serait honorable que ceux qui ne sont pas d'accord avec une majorité, eh bien, acceptent d'être dans la minorité. Donc, Monsieur Mauroy, un dernier mot simplement. Oui. La convention donc du mois de juin, le comité directeur au mois de juin, sera le lieu où vous défendrez jusqu'au bout l'idée du congrès anticipé. Exactement. C'est au comité directeur de fixer la date. Vous irez jusqu'au bout. Alors, ou bien c'est un congrès 3 mois après la date prévue de mars ou 3 mois avant. D'ici là, j'aurai l'occasion de revoir mes amis et de faire en sorte qu'il se dégage un consensus à partir d'idées très simples pour préparer dans les meilleures conditions le prochain congrès. Merci Monsieur Mauroy. Retour à l'actualité internationale, autre situation dramatique dans le monde, celle du Pérou, où le tremblement de terre jeudi dernier a fait une centaine de morts dans le nord-est du pays. Par ailleurs, l'épidémie de choléra se propage dans l'ensemble du Pérou, alors que les attentats se multiplient à Lima, la capitale péruvienne. Commentaire d'Anne Gouraud. 1991, l'année de tous les dangers pour le Pérou. Au cours de la nuit dernière, des explosions ont secoué la capitale. 5 ambassades et une vingtaine de banques ont été la cible d'attentats à la bombe. Des attentats non revendiqués qui interviennent au moment où le président Fujimori est en déplacement au Japon. Les engins explosifs lancés d'une voiture en marche ont notamment causé des dégâts matériels aux ambassades du Japon, d'Israël, de Colombie, du Canada et des États-Unis. Lima et la majeure partie de la côte péruvienne ont par ailleurs été privés d'électricité à la suite de destruction de pylônes. Les services d'alimentation en eau et en électricité du nord-est du pays avaient déjà été mis à mal par un tremblement de terre jeudi soir. Le séisme d'une amplitude de 6,2 sur l'échelle de Richter a fait au moins 100 morts et 600 blessés. Des premiers secours ont été acheminés par avion. En France, l'association Mères sans frontières a lancé une opération de solidarité en faveur du Pérou. Le Pérou décidément affaibli sur tous les fronts puisque l'épidémie de choléra qui s'est déclenchée il y a 2 mois ne cesse de s'étendre faute d'hôpitaux et de médicaments. Déjà 800 personnes ont succombé à la maladie et plus de 100 000 cas ont été recensés. Décès aujourd'hui à Paris de Louis Joxe, le père de l'actuel ministre de la Défense, universitaire, diplomate, fidèle du général de Gaulle, dont il fut plusieurs fois ministre. Monsieur Louis Joxe, qui vient donc de décéder à l'âge de 89 ans, fut un grand serviteur de l'État et surtout l'un des principaux négociateurs des accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie en 1962. Voici maintenant le tour de France de l'actualité en bref avec le concours des stations régionales de la 3 et le commentaire ce soir de Bertrand Hedel.
nouvel attentat à l'explosif la nuit dernière en Corse, dans la région de Porto Vecchio. Vers 21 h, 6 hommes armés et cagoulés ont fait irruption dans le restaurant d'un complexe touristique. Après avoir ligoté les clients, les 6 inconnus ont placé plusieurs charges de plastique qui endommageaient gravement 6 villas quelques minutes plus tard. L'attentat a été revendiqué par le mouvement clandestin Resistenza. 1 millier de personnes ont assisté ce matin à Paris aux obsèques de la comédienne Sylvia Montfort, décédée il y a une semaine à 67 ans. Plusieurs personnalités des arts et du spectacle étaient présentes. Parmi elles, le ministre de la Francophonie Alain Decaux, Guy Béard et Jean Topard. Sylvia Montfort a ensuite été inhumée au cimetière du Père-Lachaise. La guerre du disque à Bordeaux fait ses premières victimes. Depuis 6 mois, la capitale d'Aquitaine est une ville test. 3 grandes surfaces de la distribution discographique s'y disputent le marché. HMV, ouvert en 90, risque de fermer ses portes. Et Virgin vient de licencier 60 personnes. Pour l'heure, le grand gagnant semble être la Fnac. Cette situation en Aquitaine pourrait augurer de l'évolution du marché français dans les 10 ans à venir. Une première sportive en prison ce matin à la maison d'arrêt de la Talaudière à côté de Saint-Étienne. 350 détenus ont participé à une course à pied de 12 km sur une piste aménagée dans l'enceinte de l'établissement. L'organisation socio-culturelle de la prison, organisatrice de l'épreuve, avait invité pour la circonstance 2 anciens coureurs internationaux du 800 et 5000 mètres. Paris constitue ce week-end le rendez-vous de tous les amoureux du disque grâce à la 15e convention du disque de collection qui se tient à l'espace Austerlitz. Autant dire qu'avec 200 exposants répartis sur près de 3000 m², le fou du vinyle est pratiquement sûr de trouver la pièce qui lui manque. À travers une balade dans les allées de la convention, voici en quelque sorte le portrait robot d'un collectionneur brossé par Michel Vial et Patrick Millerio. Le collectionneur de disques est un animal bizarre, plutôt sympathique, un doudingue qu'on reconnaît en général à son dos voûté et à ses doigts noircis. Il est au fond un gamin attardé qui recherche les émotions de son adolescence proche ou lointaine. Dans une convention comme celle d'Austerlitz, il se trouve en état d'infériorité, environné de tentations auxquelles il aura bien du mal à résister. Vous pourriez dépenser jusqu'à combien? Jusqu'à beaucoup si j'avais beaucoup, mais j'essaie de se limiter à 400, pas plus, parce que sinon c'est foutu. Il y a un 25 cm de Gene Vincent japonais à 10 000 francs, ça les vaut. Je crois que c'est peut-être la plus belle pièce du salon, et après on tombe dans Hallyday, Gainsbourg, Beatles, Stone, habituel. Laisse-toi aimer les filles. Laisse-toi aimer les filles. Je crois qu'on collectionne les disques d'abord pour moi, pour me faire plaisir bien entendu, mais je crois que finalement c'est un manque d'affectivité quelque part. Tout collectionneur, je crois, manque d'affection, non? On a toujours des lacunes dans la collection qu'on essaie de combler maintenant. Et vous préférez acheter en vinyle ou en compact? On achète tout. Quand on collectionne un chanteur, on prend aussi bien les compacts que les vinyles. Que faut-il donc faire dans la vie pour dénicher un gentil mari? Oh, oh. Un disque n'a aucune valeur. Ce que moi je vais chercher, vous jetterez. Donc un disque n'a pas de valeur réelle. Maintenant, ce que je dépense, mon budget, c'est variable. De 0 à 10 000 francs par mois. Vous n'avez jamais acheté un compact alors? Ah non, jamais. Ça se fera jamais ça. Les compacts, on en fait des frisbees. Car le vrai collectionneur est évidemment rétro. Au compact glacé, il préfère la chaleur désuète du vinyle, usé à force d'avoir cristallisé les désirs d'une jeunesse trop tôt enfuie. Je pense qu'ils cherchent à retrouver leur 15-18 ans, leur adolescence, quand ils aimaient cette musique à toute époque, et qu'ils n'avaient pas l'argent pour se l'offrir. Aujourd'hui, ils ont 25, 30, 35, 45 ans. Ils ont l'argent pour s'offrir un bout de leur jeunesse. Toujours les regards indiscrets. Dans un instant, c'est Florence Klein qui vous chante le retour du beau temps demain sur la France. Prochain rendez-vous d'information, soir 3 à 22h30. Je vous y retrouverai. Passez d'ici là un très bon début de soirée.